Alors je pense qu'une partie des choses qui ont été discutées maintenant font un bon lien avec l'intervention suivante par Axel Gossery sur le fait que les principes de réduction des émissions qui sont basés sur l'état à un temps T et une réduction relative par rapport aux émissions à un temps T sont une des manières d'arbitrer sur quelle est la part finalement des émissions acceptables pour une entité ou pour une personne. Et ça fait appel à tout ce qui est théorie de la justice climatique et environnementale sur savoir ce qui est acceptable pour une entreprise ou acceptable pour une personne, une entité, un territoire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons invité Axel Gossery à venir nous parler de justice climatique et justice environnementale, sur les clés d'entrée, finalement, sur ces différentes thématiques qui permettent de discuter des choix qui sont posés sur ce qui est acceptable, juste, pour les trajectoires environnementales. Axel est maître de conférence FNRS et professeur extraordinaire à l'UC Louvain. Il a différentes casquettes. En termes de discipline, il est juriste et philosophe. Et il a développé une activité de recherche assez importante sur la justice intergénérationnelle précédemment, qui fait fort appel à tout ce qui est développement durable, forcément, vu qu'on parle du droit des générations futures. Et donc, c'est dans ce cadre-là que Axel va essayer de nous faire rentrer, nous, ingénieurs, un peu dans les bases de ces questions de justice environnementale et climatique. Merci beaucoup déjà, Axel, pour ta présentation. Je vais faire une présentation low-tech. Je vous ai préparé quelques feuilles. Peut-être commencer par une série de bouquins si après la présentation, il y a quelque chose qui vous intéresse dans ce que je vous ai dit. J'avais pensé à 4 petits bouquins qui sont chouettes. Un bouquin de Rosenberg qui s'appelle « Philosophie, kit de démarrage », qui est un bouquin hyper bien fait, très court. Si vous vous intéressez à l'aspect théorie de la justice dont je vais vous parler, il y a le petit bouquin de la collection Repères de Arnsperger et Van Parijs qui s'appelle « Éthique économique et sociale ». J'ai fait un petit bouquin sur la justice intergénérationnelle qui est sorti cette année, qui s'appelle « What is Intergenerational Justice ?» Donc si cette dimension vous intéresse, c'est un bouquin introductif chez Polity Press à Cambridge. Et on prépare avec Pierre-André un que sais-je sur la justice climatique. Il n'est pas encore prêt, mais il sera prêt l'année prochaine. Voilà. Ça, c'est 4 petites suggestions de lecture. S'il y a des dimensions qui vous intéressent, je peux aussi, vous pouvez m'envoyer un email si nécessaire. Voilà, je me présente brièvement, même si David l'a déjà fait. Donc, je suis philosophe et j'ai fait du droit de l'environnement aussi pendant une période antérieure de ma vie. J'ai été responsable de la chaire Hoover pendant 7 ans. Maintenant, je suis président d'institut, compatissé. Et je suis également responsable académique d'un programme qui s'appelle le PPE, Politics, Philosophy and Economics, qui est un programme interdisciplinaire qu'on a créé dans le secteur des sciences humaines et sociales. Et puis, sinon, je m'intéresse aux questions d'environnement depuis, ça ne me rajeunit pas, au moins 50 ans. Non, peut-être pas au moins 50 ans, mais au moins 45 ans, disons. Et dans mes temps libres, je gère une relativement grande ferme. Donc, je m'intéresse aussi au transport de matières et aux questions d'agriculture régénérative. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions concrètes, comme vous. Et je pense que vous vous intéressez aussi beaucoup à la théorie. D'ailleurs, je le sais parce que je vois certains de mes étudiants dans la salle, puisque je donne un cours en EPL avec Olivier Pereira, qui lui aussi est assez philosophe, qui s'appelle Ethics and ICT. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur moi-même. Je vais commencer sur le fond. Donc, on m'a demandé de vous présenter quelque chose sur la justice environnementale et climatique. Et comme l'a fait Jérôme, ce que je me propose de vous faire, c'est une cartographie ou une arborescence en identifiant une série de dimensions importantes et une série de questions ou une série de pièges dans lesquels on tombe facilement. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu comme un décor, il n'y aura pas d'action. Mais j'espère que ce sera quand même intéressant. Donc, la manière dont j'aborde la question de la justice environnementale et climatique, je le fais à travers ce qu'on appelle la théorie politique normative ou la philosophie politique normative. Donc, c'est une dimension de la philopolitique qui s'intéresse à faire des propositions normatives articulées sous forme de théorie sur des questions importantes du domaine politique, c'est-à-dire à la fois les questions de justice, justice distributive, justice sociale, et aussi sur toutes les questions de légitimité, donc la théorie de la démocratie. Et comme ça arrive parfois en science, ces deux théories ne sont pas unifiées. Et donc on a des clashs possibles entre les deux et différentes manières de les articuler. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, comme philosophes? On s'intéresse à l'articulation entre différentes dimensions, qui est d'une part la dimension des faits,
Nous, ce n'est pas du tout notre spécialité. Enfin, on n'est pas non plus naïfs complètement, donc on s'intéresse quand même aux faits aussi, comme vous. La dimension des concepts. Comme vous, on s'intéresse aux concepts, mais ce n'est pas toujours les mêmes concepts. Disons qu'on passe peut-être plus de temps sur les concepts que vous, un petit peu plus. Mais je pense que vous y êtes intéressés tout autant que nous. Et puis après, on essaie d'articuler ça avec des valeurs et des normes. Et donc, on a, si vous voulez, un chemin avec 4 niveaux, faits, concepts, valeurs et normes. Et on essaye de comprendre à la fois où est-ce qu'on se trouve quand on affirme quelque chose et comment est-ce qu'on articule, comment est-ce qu'on fait le passage de l'un à l'autre. Donc, si on veut terminer par des propositions normatives, on doit faire ce chemin en disant, tiens, ma proposition normative, elle implique des affirmations factuelles que je vais aller vérifier. Je vais téléphoner à mon copain ingénieur, je vais dire, tiens, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça tient la route, cette affaire-là? C'est débile? Est-ce que c'est bon? Et puis, je vais faire un travail conceptuel. Donc ça, on va passer 90% de notre temps à ça. Et puis après, je vais essayer de montrer comment, de ce travail conceptuel, je peux arriver à des implications en termes normatifs. Donc, les théories de la justice dont je vais vous parler, ce sont des théories normatives dans le sens où on essaie d'articuler une théorie sur ce qu'on devrait faire comme agent. Alors, je commence d'abord, il y a 4 étapes dans mon exposé. La première, c'est l'idée de justice. Je veux dire 2-3 trucs sur l'idée de justice, juste pour éviter les malentendus. Je ne sais pas si le micro est toujours bon. Ça va toujours? Plus ou moins? C'est mon oreille qui n'est pas au bon endroit, je crois. Hop. Donc d'abord, justice, ne pas confondre avec justice au sens judiciaire. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la jurisprudence en matière de droit de l'environnement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est plutôt justice au sens de ce qu'on doit à autrui, globalement, localement, etc. Donc au sens de la justice qu'on peut qualifier de distributive. Si j'y reviens. Deuxième confusion à éviter, ou deuxième élément à prendre en compte, quelle est la relation entre ce qu'on appelle éthique ou morale et justice? Alors, une manière de le présenter consiste à dire que les théories de la justice s'intéressent à une sous-partie de nos obligations éthiques ou morales. Et quelle est cette sous-partie? C'est la sous-partie de ces obligations qu'on estime que l'État peut, voire doit imposer aux citoyens. Donc, si vous voulez, vous avez un grand ensemble avec 2 sous-ensembles. Et dans le sous-ensemble qui nous intéresse ici, c'est le sous-ensemble où on estime que l'État doit être en mesure d'imposer par la loi et par la force une série d'obligations aux personnes. Une théorie libertarienne de la justice, par exemple, est très sensible à cette distinction. Les libertariens sont obsédés par la question de savoir, par l'idée de réduire au maximum le domaine des obligations de justice, c'est-à-dire celles qui sont imposables par l'État, par la force. Ça ne veut pas dire que si on regarde l'ensemble des obligations, ils estiment qu'on a moins d'obligations envers autrui. Ça veut juste dire que dans la distribution entre les obligations morales enforceable et celles qui ne le sont pas, ils ont tendance à avoir une autre vision que les autres théories. Donc, disons, entre guillemets, ils ont peut-être moins confiance dans l'État. Et donc, ils vont se dire, bien sûr qu'on ne va pas laisser crever les gens en Afrique, mais ce n'est pas à l'État de nous l'imposer, mais bien sûr qu'on a l'obligation morale de le faire. Okay? Donc, toujours quand on critique une théorie, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai, bien faire attention de ne pas aller trop vite, parce que parfois, ce qu'on considère comme étant une négligence, en fait, c'est juste une différence d'accent entre différentes théories. Donc les théories sont des tentatives d'exprimer un peu nos intuitions morales de manière articulée, argumentée, relativement cohérente. Donc, ça, c'était le deuxième point que je voulais amener sur l'idée de justice, l'articulation entre justice d'une part et éthique d'autre part. Donc ça, c'est une manière de le faire, c'est-à-dire on a un ensemble d'obligations envers autrui, que ce soit localement ou globalement, et à l'intérieur de ces obligations, il y en a un certain nombre qu'on va estimer devoir être imposés par l'État, ou pouvoir être imposés par l'État, et puis il y en a d'autres qu'on va estimer que l'État n'a rien à faire là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obligation envers autrui sur ces domaines-là, ça veut juste dire qu'on a une certaine conception du rôle de l'État. Troisième point, la distinction entre justice et légitimité, c'est important aussi. Donc moi, j'ai tendance à présenter les théories de la justice en les séparant des théories de la démocratie. Je le fais pour une raison méthodologique, c'est-à-dire que souvent, quand on dit c'est antidémocratique, on a souvent des intuitions de justice là-dedans aussi. Mais je pense que c'est important de séparer les questions de justice qui sont relatives à la distribution des biens, au type de relation entre les personnes, et les questions de légitimité, en particulier démocratique, qui sont plus spécifiques, qui concernent les processus de décision. Qu'est-ce qu'un processus de décision juste? C'est-à-dire qui doit-on inclure dans le droit de vote
Par exemple, est-ce que les étrangers doivent avoir le droit de vote sur notre droit de l'immigration? Comment est-ce qu'une démocratie doit être délibérative? Jusqu'à quel point doit-on avoir une séparation des pouvoirs? Est-ce qu'il est acceptable que les universités perdent leur autonomie, par exemple, ce genre de choses-là? Tout ça a trait à la distribution du pouvoir dans un État. Et donc, on peut avoir toute une série d'idées normatives sur comment distribuer le pouvoir. Donc, la séparation des pouvoirs, c'est une manière de distribuer le pouvoir. Décider qui doit voter, il n'y a pas de manière procédurale de le faire. Parce que je vous dis, on va décider qui va voter. Oui, mais qui on inclut dans la décision? On a besoin de critères substantiels pour ça. Et donc, sinon, on ne sait pas démarrer. Donc, on a toute une série de questions en théorie de la démocratie. Ce que je vais vous présenter ici, ça concerne uniquement les théories de la justice. Et on peut refaire l'exercice sur les théories de la démocratie aussi. Se demander, par exemple, comment inclure les générations futures dans des institutions démocratiques. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable, etc. Et sous quelle forme? Donc, il y a plein de questions qui se posent aussi. Voilà, donc ici, je vais vous présenter la justice environnementale et climatique. Sans oublier qu'il existe par ailleurs des obligations éthiques par rapport à l'environnement qu'éventuellement on estime que l'État n'est pas en droit de nous imposer, et qu'il existe également des questions importantes en termes de gouvernance et d'organisation de la démocratie qui ont trait aux questions d'environnement et qui sont distinctes d'après moi. Et la raison pour laquelle il faut les présenter de manière distincte, c'est que c'est uniquement quand on les distingue qu'on parvient à montrer que leurs relations ne sont pas évidentes. Par exemple, il ne faut pas postuler que si un mode de décision est démocratique, automatiquement, l'output, l'outcome va être juste. Certaines théories le postulent par définition. Moi, je ne pense pas que c'est plausible comme approche. Voilà. Donc ça, c'est sur la notion de justice. C'était le premier point sur lequel je voulais vous parler. Je regarde l'heure. Le deuxième point, c'est l'idée de théorie de la justice. Parce que vous allez me dire, oui, mais vous faites vous aussi des théories, mais c'est quoi votre truc? Et donc, ce que je voudrais vous présenter ici, c'est l'idée de théorie et comment est-ce qu'on construit une théorie de la justice? Enfin, quelques petits éléments. Un genre de kit de démarrage, comme je vous disais. Alors, l'idée d'une théorie. Donc, l'idée d'une théorie, c'est qu'on essaye, à travers une théorie qu'on peut appeler égalitariste, libertarienne, utilitariste, marxiste, analytique, tout ce que vous voulez, on essaye de formuler de manière structurée une série d'intuitions qu'on a par rapport à la justice. Donc, ça a un certain niveau de généralité, mais bien sûr, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir être en mesure de l'articuler avec des questions réelles, éventuellement sous forme de second best, third best, fourth best, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part d'un élément quelconque dans la théorie, puis on essaie de formuler des principes, et on essaie de les réappliquer à des cas d'espèce pour essayer de voir si nos intuitions dans les cas d'espèce collent avec nos principes tels que formulés de manière générale. Et puis, par un jeu de va-et-vient, on essaie de formuler une théorie qui colle plus ou moins aux intuitions qu'on a par rapport à la justice. Les théories de la justice ne sont pas spécialement des théories explicatives. On ne s'intéresse pas sociologiquement ou psychologiquement aux raisons pour lesquelles les personnes s'en foutent du climat, par exemple, ou les raisons pour lesquelles ils laissent crever des gens en Afrique ou même en Belgique. Donc, ce sont des questions fondamentales aussi. Je ne dis pas qu'elles ne nous intéressent pas, mais je dis simplement que nous, comme philosophes, ce n'est pas ça qu'on fait à titre principal. Donc, ce sont des théories qui ne sont pas des théories explicatives, qui présupposent une série d'hypothèses sur la nature humaine, etc., mais qui sont des théories normatives, donc qui essaient d'articuler qu'est-ce qu'on devrait faire envers autrui. Alors, on a plusieurs familles de ces théories. Je vais vous présenter, je vais vous faire un panorama un tout petit peu sélectif, parce que je ne peux pas vous donner le détail en 5 minutes. Mais voilà, dans la présentation standard de ces théories, on va vous présenter le libertarisme, l'utilitarisme, l'égalitarisme. Et la première chose à laquelle vous devez être attentif, c'est de ne pas vous limiter aux mots. C'est-à-dire que les libertariens ne sont pas les seuls à s'intéresser à la liberté, les égalitaristes ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'égalité, et les utilitaristes ne sont pas les seuls à s'intéresser à l'efficacité. Toutes ces théories s'intéressent à leur manière, à la manière d'articuler efficacité, liberté, égalité, à ce que ça signifie. Et donc, par exemple, un égalitariste va dire « Mais moi, bien sûr que je suis préoccupé de liberté. Simplement que moi, ce qui me préoccupe, c'est une certaine notion de la liberté et surtout, comment cette liberté est distribuée de manière réelle entre les gens. » De la même manière, et je vais y revenir,
les égalitaristes, la plupart des égalitaristes intègrent la dimension de l'efficacité. Donc ils ne sont pas uniquement obsédés par la distribution égale. Donc ça, c'est important d'aller au-delà des mots. Surtout, vous l'entendrez souvent, la critique de l'utilitarisme, c'est souvent une critique tarte à la crème. Et en réalité, quand vous grattez, vous vous rendez compte que critiquer l'utilitarisme, ce n'est pas si simple. Il faut essayer d'identifier où est-ce que ça fait mal. Et quand ça fait mal sur l'utilitarisme, ça fait mal sur les autres théories aussi. Et donc, quand vous jetez l'utilitarisme, vous jetez le reste avec. Donc c'est important de bien être vigilant sur les raisons exactes pour lesquelles vous rejetez une théorie. Et peut-être commentaire méthodologique là-dessus, mais ce n'est rien de nouveau pour vous. Ce qui est important pour nous par rapport à cette théorie, c'est d'avoir toujours une interprétation charitable. Alors, une interprétation charitable, ce n'est pas une préoccupation morale. Hein. Et une interprétation charitable, ça veut dire plus que simplement interpréter ce que le gars a vraiment dit. C'est donner la meilleure version possible de ce que le gars a vraiment dit. Donc c'est éventuellement aller au-delà de ce qu'il a vraiment dit, même éventuellement ce que la personne a dit est stupide, mais on essaie d'en donner la meilleure version possible. Et ça, ce n'est pas une exigence morale, hein. Ça répond à une exigence épistémologique, c'est que si on a une interprétation charitable des théories qu'on critique, eh bien c'est la meilleure garantie pour avoir une bonne théorie nous-mêmes à la place. Donc évitez les hommes de paille, mais bon, je pense que je ne vous apprends rien du tout là-dessus, hein. Mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc chaque théorie a une structure, hein, et elle va structurer les dimensions de la justice d'une manière propre. Et donc chaque fois, elle va proposer un langage. Donc par exemple, pour les libertariens, ce qui est fondamental, c'est la distinction entre ressources internes et ressources externes. Donc votre corps, votre esprit, tout ce qui est lié à votre corps, il y a une protection très forte de ça. Il y a ce qu'on appelle la propriété de soi, hein. Et puis il y a les ressources externes. Et puis ensuite, vous allez avoir des libertariens de gauche, des libertariens de droite, et ça va se jouer sur le régime de propriété des ressources externes. Les libertariens de droite vont dire les ressources externes n'appartiennent à personne, on peut y aller, premier arrivé, premier servi. Les libertariens de gauche, dans la lignée de Locke, vont dire non, attention, les ressources externes, elles nous appartiennent au départ à tous. Et donc si certains vont les approprier de manière privative, ils vont devoir compenser les autres pour cette appropriation. Donc, ce qu'il faut toujours regarder, c'est la manière dont la théorie est structurée. Elle est structurée autour de certaines distinctions fondamentales. Et bon, par exemple, pour les libertariens, on va avoir une distinction importante entre ressources internes et ressources externes. Donc, c'est important pour les questions d'environnement, évidemment, hein, puisqu'on joue beaucoup sur les ressources naturelles, à qui ça appartient, etc. Et dans quelle mesure on peut se les approprier, jusqu'à quel point, etc. Un utilitariste, lui, il va avoir une théorie beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus directe, beaucoup moins structurée. Mais c'est aussi une théorie qui est difficile à critiquer. Alors, ce que je vais faire, c'est vous montrer peut-être de l'intérieur ce qu'on fait dans les théories égalitaristes, hein, à titre d'illustration, mais on pourrait le faire pour le libertarisme, pour l'utilitarisme, pour d'autres théories. Donc, quelles sont les questions fondamentales qu'on va se poser quand on essaie de construire une théorie égalitariste? On va se demander quel est notre principe et quelle est notre métrique. Donc, par exemple, si je dis je veux égaliser les chances de bien-être, égaliser, c'est mon principe, chances de bien-être, c'est ma métrique. Et donc, on va avoir toute une série de variations sur le principe, toute une série de variations sur la métrique, et puis on va pouvoir coupler ces deux dimensions et avoir toute une série de sous-théories possibles. Sur chacune de ces dimensions, il y a des questions philosophiques qui se posent. Et donc, on va séparément demander d'abord, tiens, pour la métrique, pour le principe, qu'est-ce que je pense? Ensuite, pour la métrique, qu'est-ce que je pense? Et je vais combiner les deux. Parfois, certaines combinaisons ne vont pas fonctionner. Alors, c'est quoi les grandes questions pour un égalitariste sur le principe? Un des enjeux, c'est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Alors, le nivellement par le bas peut s'entendre au sens strict ou au sens large. Au sens large, c'est ce que vous entendez dans la presse à chaque fois qu'on fait une réforme du système d'enseignement. Mais au sens strict, c'est simplement la situation où vous dites je dégrade la situation de moi une personne sans améliorer celle de personne d'autre. Si vous êtes vraiment égalitariste, que c'est vraiment l'égalité comme telle qui vous préoccupe, vous allez devoir accepter le nivellement par le bas au sens strict. C'est-à-dire que vous allez devoir accepter que dans certains cas, on ne peut atteindre plus d'égalité qu'en dégradant la situation d'une personne sans augmenter, sans améliorer la situation d'autrui, d'autres personnes.
Donc si ça c'est quelque chose qui vous choque, ou vous dites non mais ça ne correspond pas du tout à mes intuitions de la justice, vous allez vous dire, bon, il faut que je trouve quelque chose pour remplacer cette idée d'égalité. Là j'en suis toujours au principe, je n'ai pas encore touché à la métrique, mais tout en gardant l'intuition de base. Donc une alternative consiste à dire, mais moi ce qui me préoccupe, ce n'est pas l'égalité, c'est le leximine, ou le maximine. Alors le maximine c'est quoi? C'est une vision qui consiste à dire, mon objectif de justice, c'est de maximiser la situation du plus défavorisé. Quand vous êtes dans un jeu à somme nulle, ça revient plus ou moins au même, ça revient complètement au même que d'égaliser. Mais quand vous êtes dans un jeu à somme positive, vous avez des situations avec des incitants, etc., il se peut très bien qu'il puisse être nécessaire d'augmenter les inégalités pour améliorer la situation du plus défavorisé. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est là qu'on a un choix à faire entre est-ce que c'est l'égalité comme telle qui nous intéresse ou est-ce que c'est la maximisation de la situation absolue du plus défavorisé. Alors, vous avez donc toute une série de fonctions sociales d'utilité qui sont proposées par les économistes. Vous avez plein de variations. Si ça vous intéresse, venez à notre cours avec François Maniquet. Il en invente à chaque cours. Donc Gini, c'est un exemple aussi. Enfin, il y en a toute une série. Et donc, ce qui se joue là, c'est quoi? C'est l'articulation à travers votre principe de justice entre les questions d'efficacité et d'égalité. Donc, c'est une articulation entre, si vous voulez, un utilitariste, d'un côté, il va se dire « Moi, je m'en fous de la distribution des parts du gâteau, ce qui m'intéresse, c'est la taille du gâteau. » Et un égalitariste pur, il va vous dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la division du gâteau. Même s'il est tout petit, ce qui compte, c'est qu'il soit découpé de manière égale. » Et entre ces deux choses, vous avez tout un gradient de plein de possibilités. Vous avez Nash, vous avez Gini, vous en avez plein. Et donc, toutes ces possibilités vont vous traduire la manière dont vous concevez l'articulation acceptable entre efficacité et égalité. C'est-à-dire, à partir de quel moment vous estimez qu'un gain d'efficacité, soit pour le plus défavorisé uniquement, soit pour l'ensemble de la société, peut justifier un écart par rapport à l'idée d'égalité. Voilà. Ça, c'est la question fondamentale qu'on va se poser comme égalitariste. Et donc, on peut affirmer que la plupart des égalitaristes aujourd'hui ne sont pas égalitaristes, au sens de se préoccuper de l'égalité comme telle. Voilà, ça c'est sur le principe. On n'a encore rien dit de la métrique. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est, par exemple, imaginons que David se dise « Oui, mais finalement, j'ai écouté ce qu'Axel vient de me raconter. Moi, finalement, mon truc, c'est le maximine. » Et donc, on va lui demander « Oui, mais David, le maximine de quoi ?» Ça va être la question de la métrique. Qu'est-ce qu'on va maximiner? Alors, on peut maximiser plein de trucs. Vous avez sans doute entendu parler des capacités. Qui a déjà entendu parler des capacités? Voilà, au moins une personne, c'est super. C'est super. Donc, en fait, il y a plein de métriques possibles. Donc, il y a les biens premiers, la liberté réelle, les avantages, les capacités de base, les besoins de base. Il y en a plein. Et donc, il y a plein de noms différents, plein de propositions qui sont faites. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de nous demander, tiens, qu'est-ce qui se joue dans le choix de métrique? C'est quoi les grosses dimensions dans ce choix? Alors, une dimension, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on veut avoir une métrique objective ou pas? C'est-à-dire, David lui dit, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Je m'intéresse aux générations futures dans 250 ans. Donc, finalement, quelque chose de trop subjectif, ça me pose problème parce que moi, je veux mesurer ce que les gens ont besoin en termes de calories pour se revivre, etc. Donc, on va aller... Dans certaines situations, on va se dire on a des bonnes raisons d'aller vers des métriques un petit peu plus objectives. Et en même temps, d'autres personnes vont dire non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est une métrique subjective qui mesure effectivement la satisfaction des préférences des personnes. Donc ça, c'est une chose. Alors, le problème, c'est que si vous avez une métrique objective et que vous voulez qu'elle reste quand même relativement neutre par rapport aux conceptions que les gens se font de la vie bonne, vous allez devoir rester coincé dans une métrique assez basique, c'est-à-dire une métrique qu'on appelle une métrique plafonnée. Vous n'allez pas dire les besoins, vous allez dire les besoins de base. Parce que ça, c'est relativement peu controversé. Mais maintenant, si vous dites, oui, franchement, la Belgique, la justice, c'est plus que le minimex, vous êtes un petit peu coincé si vous dites ça. Donc ça, c'est une chose, c'est de dire est-ce que notre métrique est plus ou moins subjective ou non. Une autre chose, est-ce qu'on veut une métrique plafonnée ou non. Donc une métrique plafonnée, c'est par exemple ce qu'on appelle le suffisantisme. C'est une théorie qui dit « moi, je ne veux pas qu'il y ait égalité entre les personnes.
Je ne veux pas non plus qu'on maximise à l'infini la situation du plus défavorisé. Ce que je veux, c'est m'assurer que chacun ait assez. Okay, donc c'est une autre vision de la justice, et qui en fait est un choix de métrique. C'est un choix de métrique, donc on a une métrique plafonnée, on dit une fois que les gens ont assez, c'est bon, on a satisfait les exigences de la justice. N'oubliez pas qu'une théorie de la justice, ce qui l'intéresse, c'est à la fois de vous dire ce que vous devez à autrui, mais aussi de vous dire quand est-ce que vous en avez fait assez. Donc elle s'intéresse toujours à ces deux dimensions, évidemment. Une troisième dimension importante des métriques de la justice, c'est l'introduction de la dimension de la responsabilité. Donc vous dites, je vais égaliser la situation de ces deux personnes, ou je vais maximiser, ou je vais faire un Gini, ou je vais faire tout ce que vous voulez. Mais est-ce que ma métrique est sensible à la responsabilité? C'est-à-dire que vous allez, imaginons que vous soyez égalitariste au sens classique, vous allez dire, j'égalise, j'essaie de réduire les inégalités dans la mesure où elles sont assignables à des choix, à des circonstances des personnes, par exemple une circonstance génétique, mais je n'égalise pas, c'est-à-dire je ne réduis pas spécialement les inégalités dans la mesure où elles sont assignables à des choix problématiques effectués par les personnes. Donc quand vous vous demandez par exemple, est-ce que la sécurité sociale doit rembourser le détatouage des personnes, ou est-ce qu'une commune doit couvrir l'ensemble des frais liés au ski hors piste d'un touriste? C'est le genre de questions que vous allez vous poser. Vous allez vous demander, tiens, je suis égalitariste, est-ce que je dois payer ça? Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on doit laisser crever la personne, non. La question, c'est qui doit payer les frais? Est-ce que c'est la personne elle-même ou c'est la société dans son ensemble? Donc voilà le genre de choix qu'on va effectuer. Donc voilà un petit peu une idée pour une famille de théories, qui sont les théories égalitaristes, le type de dimensions qui sont pertinentes et sur lesquelles nous, philosophes, on réfléchit. Et une fois qu'on a cette idée générale, après, on s'intéresse à la complexité, on va rentrer un peu dans le détail. Et donc, par exemple, si vous êtes égalitariste, vous allez aussi rajouter une dimension de priorité des libertés de base, par exemple. En disant, voilà, on va maximiser, mais si pour mieux maximiser, on doit fermer la bouche de tout le monde, ça, on ne va pas le faire. Parce qu'il y a une priorité de la liberté d'expression par rapport à cet objectif de maximisation. Donc ce n'est pas spécialement, si on dit je suis égalitariste mais ce n'est pas Cuba, ça veut dire que dans ma théorie, j'ai aussi une priorité de la liberté de base, par exemple, et j'intègre toute une série d'autres dimensions. Alors, une autre chose très importante quand vous allez mettre en œuvre votre théorie, c'est la distribution du travail entre les différents agents dans votre société. Donc vous dites, on est d'accord sur l'objectif, mais qui fait quoi? Que font les individus? Que font les entreprises? Que font les États, etc. Ça, c'est une question très importante, totalement sous-théorisée, qui rejoint ce que disait Jérôme. C'est-à-dire, vous avez un objectif climat au niveau d'une société, au niveau d'un territoire, et puis vous essayez de traduire ça au niveau des objectifs qu'une banque doit se fixer ou qu'une entreprise pétrolière doit se fixer, etc. Donc là, c'est une dimension, c'est quelque chose de très difficile et en fait sous-théorisé complètement. Je regarde le temps. Donc, pour résumer cette deuxième étape, je dirais, ne nous laissons pas avoir par les labels, par le nom de ces théories. Donc, quand on parle d'utilitarisme, ce n'est pas une théorie débile. Il faut se rendre compte que quand elle a été lancée, c'était une théorie de gauche, très préoccupée par la justice sociale, qui essayait d'articuler de manière relativement libérale les exigences de la justice. Et donc, confondre l'utilitarisme avec un véhicule utilitaire, c'est un petit peu trop rapide. Et évidemment, on a toujours vite fait de le critiquer rapidement, sans trop expliquer pourquoi. Je pense qu'il faut éviter, parce que c'est juste intellectuellement un peu malhonnête. Je vous précise que moi, je ne suis pas utilitariste. Ne pas sous-estimer la complexité, c'est-à-dire que je vous donnais un petit peu une idée de ce qui se passe dans le moteur. Et après, il y a toute une série de boulons qu'on doit chaque fois réajuster et regarder, ensuite traduire ça au niveau des obligations des agents en particulier. Et puis, comme je vous l'ai dit aussi, toujours essayer de prendre la meilleure version de chaque théorie pour essayer d'avoir un débat qui est un tout petit peu intéressant et aussi garantir que notre propre critique n'est pas une critique où on n'enfonce que des portes ouvertes. Ça, je pense que c'est tout aussi important dans votre domaine que dans le mien. Voilà, alors, on n'a encore rien dit de la justice environnementale. Il est peut-être temps d'y passer.
Et donc je pense que quand on s'intéresse à un problème d'environnement, que ce soit, je ne sais pas, est-ce qu'il faut par exemple, est-ce que le Fonds des calamités doit rembourser des victimes d'inondations liées au changement climatique ou même liées à des phénomènes strictement naturels? Comment est-ce qu'on aborde ça? Est-ce que le fait que les gens aient choisi de s'y établir alors qu'ils avaient éventuellement les moyens, dans certains cas, de s'établir ailleurs, est-ce que ça doit jouer, etc. On va se poser toute une série de questions de ce type-là, complètement concrètes. Et je pense qu'une approche possible par rapport à ça consiste à se dire, quand on a un problème d'environnement, ou qu'on qualifie de problème environnemental, essayer peut-être d'isoler la variable sous-jacente qui éventuellement pose un problème spécifique. Ou en tout cas qui exige qu'on réfléchisse un peu plus avant. Donc, je donne quelques exemples. L'environnement, ça ne concerne pas que des biens rivaux et excluables, mais ça concerne aussi souvent des biens publics, ce que les économistes appellent des biens publics. J'imagine que vous êtes familier avec cette distinction. Donc un bien rival, c'est... par exemple, dans notre cours Ethics and ICT, on explique aux étudiants que quand vous êtes très pauvre, il n'y a aucun dommage lié au fait que vous téléchargez illégalement. Donc on encourage les comportements illégaux. Pourquoi? Quel est le lien avec ceci? C'est que quand vous téléchargez, ce sont des biens non rivaux. Et bon, étant donné que vous téléchargez facilement, ce sont relativement non excluables. Pas tout à fait, mais bon, dans les faits, oui. Un bien non rival, c'est quoi? C'est un bien dont la consommation par une personne ne réduit en rien la possibilité pour une autre personne de le consommer. Et souvent, les biens environnementaux, c'est des biens qui sont non rivaux aussi et qui sont non excluables. Par exemple, l'énergie du soleil. Bon, évidemment, vous pouvez éventuellement passer votre temps à faire de l'ombre sur votre voisin, mais sinon, on peut dire que c'est un exemple d'un bien relativement non rival. Et il y a beaucoup de biens environnementaux aussi, quand on parle des services écosystémiques, etc., qui finalement bénéficient à l'ensemble des gens, y compris aux personnes qui ne s'y intéressent pas. Donc ça, c'est une des difficultés pour les biens publics, c'est que finalement, on va demander à les gens qui n'en ont rien à faire de participer à l'effort. Et un des défis, c'est celui-là, c'est consiste à dire, si on veut avoir une théorie relativement libérale au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qui respecte les différentes conceptions de la vie bonne, on sait qu'il y a des gens qui n'en ont rien à faire de la biodiversité. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va, à travers une théorie de la justice, générer une obligation de contribution de tous pour ce type de biens qui sont des biens publics. On va bien sûr avancer l'argument sur lequel ils bénéficient à tous. Mais le fait qu'ils bénéficient à tous n'implique pas automatiquement que tout le monde doit y contribuer. C'est la même chose pour la natalité aussi. La natalité permet la survie d'un système de pension qui, en principe, bénéficie à tous, sauf aux personnes qui meurent trop jeunes. Et donc, une des questions, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, les personnes qui ont beaucoup d'enfants doivent payer moins de cotisations de pension parce qu'elles bénéficient au système dans son ensemble. Donc voilà, on a cette dimension. Une deuxième dimension de l'environnement qui est importante, c'est que l'environnement ne concerne pas que les hommes et des ressources non vivantes, il concerne aussi d'autres êtres vivants. Et donc il y a une question de périmètre de la justice. Est-ce que la justice s'étend aussi à nos relations envers les chimpanzés, envers les autres animaux sauvages et aussi les autres animaux domestiques? Est-ce que c'est une question de justice ou est-ce que ça sort de la dimension de la justice? Troisième question qu'on se pose, est-ce que l'environnement, c'est quelque chose qui est exclusivement local ou pas? Ici, on va dire, non, évidemment, c'est aussi un problème global. Et donc, on va se poser la question de savoir si nos obligations de justice locale et globale sont de même nature. Est-ce qu'on a une théorie unifiée ou est-ce qu'on a une théorie duale qui va dire, attention, la relation qu'on a envers un autre Belge ou une autre Belge est telle que nos obligations de justice sont très différentes de celles qu'on a envers un ou une Burkinabé, simplement parce qu'on est dans un autre pays et que ça implique telle et telle dimension. Donc il y a un gros débat sur la question de la justice globale. Certains disent on passe par l'intermédiaire des États dans les questions de justice globale et donc on n'a pas d'obligation directe avec des personnes d'autres pays. Et d'autres disent non, pas du tout. On a des obligations directes envers les Burkinabés, belges ou burkinabés, ça n'a pas de pertinence au niveau d'une théorie de la justice, puisqu'on estime que l'impartialité est importante. Après, on peut essayer de dire, mais nos obligations sont par exemple des obligations uniquement de couvrir les besoins de base.
Bon, même si vous adoptez ça, on en est quand même très très loin, donc ce sera déjà très très exigeant de faire ça. Hein. Donc voilà, ça c'est une autre dimension. Quatrième dimension, l'environnement a une dimension intergénérationnelle, évidemment. Mais il n'y a pas que l'environnement qui a cette dimension. Je vous ai donné l'exemple du système de pension. Il y a toute une série d'autres choses qui ont une dimension intergénérationnelle aussi. Donc l'idée, je vous donne un cinquième chose, j'y ai déjà fait allusion, l'environnement ou certaines dimensions de l'environnement, par exemple la disparition de certaines espèces, n'ont pas la même valeur culturelle pour certaines personnes que pour d'autres. Donc on va assigner une importance à ça qui est différente. Et ça correspond à ce qui se passe pour l'ensemble des biens. Hein. C'est-à-dire qu'on a tous, grâce à l'exercice de notre liberté dont on dispose, on développe des conceptions de la vie bonne différentes. Thomas, par exemple, s'intéresse plus à une certaine chose que moi, et moi, je m'intéresse plus à d'autres choses que lui. Hein. Je ne sais pas lesquelles exactement. Hein. J'avoue, je l'avoue. Et donc, une théorie de la justice, comme je vous l'ai dit, va essayer d'accommoder ces différences de conception de la vie bonne et essayer d'articuler ça de manière pas concrète, mais enfin relativement concrète. Et donc, ça va se répercuter aussi sur la manière dont on aborde les questions de justice environnementale, hein, puisque les biens liés à l'environnement, ben, on leur accorde une valeur variable. Donc, moi, je m'occupe d'une ferme, par exemple, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse. Hein. Ils disent « oui, c'est chouette », mais dès qu'il s'agit d'aller prendre une pelle et de faire quelque chose, ils disent « oui, finalement, c'est pas si chouette. Et finalement, c'est pas si important. Hein. » Donc, une fois qu'on va regarder concrètement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui finalement, c'est pas très important pour eux. Hein. Donc, on doit essayer, dans une théorie de la justice, de prendre ça en compte, de respecter ça jusqu'à un certain point, et de se dire qu'est-ce que ça implique en termes d'obligation. Donc, voilà, l'environnement, on peut le décrire comme on le fait d'habitude. On dit il y a la biodiversité, le système climatique, le système hydrique, toutes ces dimensions. Après, je pense que si on veut greffer ça sur une théorie de la justice et lui faire dire quelque chose, on doit aller chaque fois sur les dimensions sous-jacentes en disant, mais finalement, en quoi est-ce que c'est spécial, en quoi est-ce que c'est différent de la question de savoir s'il faut financer une salle d'opéra avec l'argent de la collectivité, ou s'il faut financer l'église catholique avec l'argent de la collectivité ou d'autres choses. Hein, finalement, ce sont les mêmes questions, et on peut les reconnecter via ces variables sous-jacentes, qui sont, par exemple, le caractère de bien public ou pas, le caractère local ou global, la dimension intergénérationnelle ou pas. Voilà. Donc ça, c'est une manière de prendre ces théories générales, de les insuffler dans les questions environnementales et d'essayer de voir ce que ça donne. Alors dans le temps qui me reste, je vais essayer d'être plus rapide que Jérôme, mais ça ne va pas être facile. Je voulais terminer par... Et donc aussi, non, je voulais dire avant de passer au dernier point, quand on regarde les questions de santé, d'espérance de vie, les questions de logement, les questions d'allocation du temps, par rapport aux questions de mobilité, tout ça, on peut retraduire ces questions d'environnement, donc la distribution du temps entre les personnes, la question de la longévité entre les personnes, tout ça, on peut retraduire ces questions environnementales à travers ça. Donc une pollution, c'est une question éventuellement de morbidité, de longévité. Une question de mobilité, c'est une question de temps disponible. Voilà, vous avez aussi des activités plus ou moins intenses en énergie, etc. Donc tout ça, on peut dire c'est des questions d'environnement et on peut les retraduire à travers ça. Alors, je voulais terminer par deux biais qui sont très classiques, notamment en matière climatique, sur lesquels je voulais revenir un petit peu plus en détail, qui sont d'une part le biais que j'appelle rectificatif, et d'autre part le biais isolationniste. Alors, moi, j'aime pas les grands mots, je vais revenir à ça de manière plus concrète. Donc, et je vais prendre l'exemple de la justice climatique, hein, mais ça s'applique à d'autres domaines aussi. Donc, le premier biais, c'est le biais rectificatif. Alors, prenons un exemple simple. Vous êtes près d'un étang et il y a un enfant qui se noie, et il y a deux hypothèses possibles. Une, c'est vous avez poussé l'enfant. L'autre, c'est vous n'avez rien fait du tout, mais l'enfant est tombé tout seul. Okay. Alors, si vous regardez vos intuitions, vous dites, là où elle a poussé l'enfant, ses obligations morales sont quand même plus fortes que quand l'enfant est tombé lui-même. Hein. En même temps, vous allez dire, mais je ne vais quand même pas le laisser crever. Même si je ne l'ai pas poussé, ça ne me coûte rien d'aller nager 3 mètres et de le sauver. Hein. Donc, on a une vision assez différente de la nature de nos obligations, selon qu'on soit causalement responsable d'une situation,
hein, ou selon que simplement on ne soit pas causalement responsable de la situation, mais qu'on ait les moyens d'y répondre. Et dans le cas des changements climatiques, vous noterez qu'on met énormément l'accent sur les émissions historiques de CO2, et aussi on met énormément l'accent sur le caractère anthropique des changements climatiques, l'origine anthropique des changements climatiques. Donc, par exemple, on va avoir tendance à complètement négliger le fait que certains pays ont naturellement un climat qui est beaucoup plus pourri que d'autres, et que donc c'est une forme de malchance énorme, de la même manière qu'un désavantage génétique peut être une forme de malchance énorme. Et donc c'est quelque chose qu'en général on ne veut pas discuter, on se dit ben non, on ne s'intéresse au changement climatique et à la justice climatique que dans la mesure où nous sommes responsables du problème. Maintenant, même avant les changements climatiques, il y avait des pays qui avaient des climats désertiques et d'autres pas. Mais ça, ce n'est pas une question de justice. Et donc, c'est quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention parce qu'on a un biais qui consiste à systématiquement, notamment dans le cadre de la justice climatique, mais de manière plus générale, à penser que les obligations morales sont plus fortes quand on est causalement responsable du problème, alors qu'en fait, il faut se rendre compte que dans bien des cas, la justice rectificative, sa force, elle vient d'hypothèses distributives sous-jacentes. Je m'explique. Si par exemple David, je m'approche de lui et subrepticement, il a rien remarqué, je lui ai piqué son ordinateur, ben, il subit un dommage, il a une perte, je ne sais pas combien vaut cet ordinateur, mais très cher. Donc il a perdu l'ordinateur à 6 ans, mais enfin, c'est quand même, il y a plein de données super intéressantes dedans, etc. Donc voilà, il a perdu quelque chose. Et donc, on va dire, mais donc tu lui as causé dommage, tu lui as causé préjudice, et donc tu dois réparer ça. La raison pour laquelle je dois réparer ça, c'est parce qu'il était propriétaire légitime de son ordinateur. Et c'est de là que vient mon obligation. Parce qu'en fait, s'il n'était pas propriétaire légitime de son ordinateur, imaginons que ce soit juste un ordinateur qui soit arrivé par le ciel comme ça, pouf, il n'a pas plus le droit à cet ordinateur que moi. Hein. Donc ça veut dire que la justice rectificative, dans une série de situations, sa force vient nécessairement d'une hypothèse de justice distributive sous-jacente. Et donc c'est la justice distributive qui détermine les droits des personnes. Et la justice rectificative n'intervient qu'en second lieu, hein, pour déterminer, une fois qu'on s'en écarte, comment revenir au point de départ. Et donc j'attire votre attention sur le fait que dans un système juridique, le droit des obligations, c'est un système résiduel. Mais que les droits des personnes, ils sont définis par le droit de la sécurité sociale, par le droit de propriété, par toute autre série d'autres branches du droit, et que le système du droit des obligations, il n'intervient qu'en dernier lieu, quand tout ça a foiré. Mais ça veut dire que ce n'est pas le système de droit des obligations qui définit ce à quoi on a droit. C'est toutes ces autres branches du droit. Et dans le cas de la justice climatique, c'est la même chose. On a besoin d'une théorie distributive pour définir les entitlements des personnes, et c'est seulement après qu'on peut éventuellement avoir recours à la justice rectificative. Mais vous noterez, et si vous y êtes attentif à partir de maintenant, vous noterez que systématiquement le débat sur la justice climatique est formaté en termes rectificatifs, que les gens ne veulent pas sortir de ce paradigme, et qu'ils ont l'impression que c'est parce que, enfin c'est mon hypothèse, c'est parce que philosophiquement c'est beaucoup plus robuste de formuler les obligations en ces termes que dans d'autres termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, du coup, on n'aborde pas du tout la question de savoir, mais les inégalités climatiques naturelles qui existent par ailleurs en sus des inégalités climatiques liées aux émissions anthropiques, celles-là, on ne les aborde pas du tout. Alors que philosophiquement, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas les aborder. Hein, et elles sont aussi très significatives. Et donc ça a un lien avec le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, qui est ce qu'on peut appeler le biais isolationniste. Et le biais isolationniste, c'est quoi? C'est, tiens, maintenant, parlez-nous de justice climatique, commencez pas à nous parler de justice sociale, de toutes sortes d'autres dimensions de la justice. Et en fait, la difficulté, c'est que parler de justice climatique de manière isolée, c'est très compliqué, philosophiquement, d'isoler un domaine qu'on peut appeler climatique. Donc je viens de vous donner l'exemple, les inégalités de climat naturel, pour moi c'est parfaitement climatique. Les gens vont dire, oui mais ça ne fait pas partie de la justice climatique. Et en fait, toutes les inégalités de revenus entre les différents pays,
bah, évidemment, ça a un impact majeur sur la capacité des pays à répondre au changement climatique. Oui, mais ça, c'est pas vraiment, ça ne fait pas partie de la justice climatique non plus. Et en fait, on a tendance à vouloir s'intéresser à des domaines spécifiques. On veut pouvoir dire quelque chose de politiquement défini. Donc, on veut quelque chose de précis. On va, ce que Jérôme disait, on va essayer de définir un périmètre. Dire oui, mais en fait, ces trucs-là, ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas vraiment pertinent, ce n'est pas vraiment de la justice climatique. En réalité, philosophiquement, c'est très difficile d'exclure toutes ces autres dimensions. Et c'est très difficile de défendre une position qui irait à l'encontre de la position suivante, qui, d'après moi, est une position plus correcte, c'est-à-dire, on a un régime climatique, on a un régime juridique climatique, on a une théorie, une vision distributive générale, utilisons ce régime climatique pour aller dans la direction de ce qu'exige cette exigence de justice générale. Il n'y a pas de raison de se limiter aux impacts des émissions anthropiques. On peut avoir une autre vision du régime climatique en disant bah, soyons opportunistes, si c'est le seul système redistributif au niveau mondial, utilisons-le. Et philosophiquement, il n'y a aucune objection à dire, bah, par exemple, si on a des quotas d'émissions, on donne 90% aux pays pauvres, ils peuvent nous les revendre s'ils veulent, etc. Et ça, si on vous dit ça, vous dites mais c'est complètement absurde. Mais en réalité, si on fait ça, on va réduire un tout petit peu les inégalités mondiales, mais ce ne sera même pas très significatif. Donc l'enjeu, c'est celui-là, c'est de se dire d'abord, est-ce qu'on a des bonnes raisons de tomber dans ce biais rectificatif? Je me souviens d'un débat avec des négociateurs des pays du Sud. J'essayais de les convaincre qu'avec une approche distributive, ils pourraient même demander beaucoup plus d'argent, mais c'était juste impossible, parce que le paradigme rectificatif était complètement ancré dans la tête des gens. Et puis par ailleurs, l'autre idée, c'est le biais isolationniste. Je pense qu'au niveau politique, on veut essayer de définir un périmètre parce qu'on veut essayer de se limiter nos discussions à certains sujets, parce qu'on se dit si on commence à discuter de tout, c'est juste impossible. Mais il faut se rendre compte que c'est complètement arbitraire la manière dont on le fait. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire autrement politiquement, ça veut juste dire que philosophiquement, ça n'a pas beaucoup de sens de le faire, et que donc finalement, ce qu'on doit penser, c'est la justice climatique ou la justice environnementale embedded, c'est-à-dire intégrée à notre préoccupation générale de justice, et l'isoler n'a pas beaucoup de sens. Donc oui, on peut identifier des biens qui ont des caractéristiques particulières, etc. Mais après, dire, voilà, je ne m'intéresse que à ça, et la justice n'exige que ça, c'est relativement arbitraire. Donc on a un défi, si on s'intéresse à la justice climatique ou à la justice environnementale, qui est de dire, est-ce qu'il est possible de dire quelque chose de relativement spécifique sans, de manière relativement arbitraire, limiter notre domaine en disant je m'intéresse qu'à ça, on verra bien après. Voilà, ça c'est le défi auquel on fait face. Et je pense que philosophiquement, on n'a pas beaucoup de raisons de limiter notre périmètre, même si politiquement, éventuellement, ça peut être nécessaire de le faire. Voilà, merci à vous.